Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce soir une 369e rencontre Vlil. Et ce soir, on a donc la chance de recevoir Marc Séguin pour La foi du braconnier aux éditions 10-18, qui est également dans la sélection du prix des libraires 2025. Alors bonsoir Marc, j'ai failli vous appeler d'ailleurs Marc Braconnier, Marc S peut-être aussi, Marc S Maurice, on en reparlera de toutes ces casquettes. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. C'est un livre qui date déjà qui date de 2010, qui a été paru aux éditions Léméac il y a déjà une quinzaine d'années, donc pas évident d'en parler j'imagine pour vous. Cela étant, j'aimerais qu'on parle déjà de votre parcours puisque vous êtes artiste peintre, vous avez réalisé un film, un documentaire. Et puis ensuite, ce premier roman, le passage à l'écriture en 2010, qui sera suivi de d'autres romans qu'on n'a pas encore eu la chance d'avoir en France, peut-être. J'ai un doute, mais je ne pense pas. Ils n'ont pas encore été publiés en France. Peut-être que ça va arriver les prochaines fois. J'aimerais que vous nous parliez de ces différentes casquettes culturelles que vous maniez, puisque concrètement, vous avez différentes cordes à votre arc. Et ensuite, la littérature. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que vous puissiez publier enfin avec La foi du braconnier en 2010? Bonsoir Anthony, bonsoir à tous et à toutes. D'abord, merci pour la présentation. Je vous remercie d'être là. Je pense aussi Anthony, vous allez diriger tout. Est-ce qu'il y a une période de questions prévue aussi? Oui, il y aura des questions de certaines Parfait. personnes sûrement. Super. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ben oui, plusieurs casquettes. Vous voyez, j'en porte une aujourd'hui. Je suis dans un atelier que j'ai à Montréal, en train de travailler sur une série de dessins et de tableaux pour des expos, des dessins pour un film, entre autres, avec l'Office national du film du Canada. Euh, j'ai aussi cet immense privilège de gagner ma vie depuis maintenant c'est fort longtemps avec euh, mon art, ou ces gestes que je décide de poser pour dire les choses que je crois devoir dire et surtout de choisir le bon canal pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres des pensées ou des idées qui se transmettent mieux en tableau, en idées, en images plus statiques, d'autres par la littérature avec des trames narratives, parfois avec des films aussi, avec le cinéma. Euh, d- et la seconde partie de votre question, Anthony, c'était à savoir, c'est entre autres pourquoi la littérature, parce que dans une grande partie de ma vie, la littérature a participé à me construire. Euh, j'ai beaucoup lu, étant d'une timidité maladive. Pendant c'est presque une décennie ou une décennie et demie, je me suis construit par les livres et la littérature. Alors, ce premier geste-là de vouloir écrire, de vouloir raconter une histoire avec les mots, vient d'un profond respect pour ce genre. Est-ce qu'il y a justement des sortes de passerelles entre les différents arts? Est-ce que La foi du braconnier, par exemple, est-ce que vous l'avez imaginé au départ en tant que peinture, en tant que dessin, en tant que média comment dire, plus manuel? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des liens justement entre vos différents livres et la peinture, par exemple, ou en tout cas l'art au sens strict du terme? Une réponse en deux volets. De un, à l'atelier, j'avais cette immense carte géographique, cet atlas-là où le personnage principal de La Foi du braconnier trace en camion, en pick-up, sur l'Amérique, les mots fuck you. J'avais donc visuellement cet objet-là qui était épinglé à l'atelier à l'époque. Euh, donc, probablement qu'un nourrissait l'autre sans trop le savoir. J'ignore, en fait, j'ai l'impression qu'écrire pour moi à l'époque, c'était de voler du temps aussi à cette carrière-là qui m'amenait un peu partout sur la planète où je devais être constamment dans des avions en déplacement. Donc, je volais aussi ce temps-là dans les salles d'attente pour écrire parce qu'il y avait un truc qui débordait, parce qu'il va y avoir des choses à dire et d'avoir trouvé des mots pour le faire était pour moi la meilleure façon. Maintenant, probablement, non, la réponse à votre question, c'est oui. Il y a des ponts, il y a des chevauchements entre les deux. Je ne crois pas être la personne la mieux habilitée pour le faire. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui en ont fait
des mémoires de maîtrise ou un doctorat, dont certaines autrices, auteurs, écrivaines que vous connaissez aussi en France, qui ont parlé, qui ont vu, par exemple, dans le deuxième roman, des parallèles avec une production d'art que je faisais d'art dans les autour de 2010-2012. Donc oui, tout ça se nourrit. Mais vous savez, je suis encore quelqu'un qui aime à penser qu'il y a des choses à dire. Donc je suis plus dans le faire que dans la réflexion, et surtout pas dans la rétrospective de me dire, tiens, ceci a été motivé par cela. Donc oui, c'est la même personne qui fait tout, qui fait les films aussi, qui a cet engagement citoyen aussi, un peu militant parfois, et à chaque fois par ce canal privilégié qui est l'art, de me rendre jusqu'à vous. Alors justement, on va parler longuement de ce fuck you adressé à toute l'Amérique, adressé en 2010 donc, ou en tout cas dans les années précédentes. Est-ce que vous auriez écrit un livre encore plus violent aujourd'hui? Une belle question parce que ça, ça barde un peu ici depuis l'élection de M. Trump. Probablement que oui, parce qu'il y a ce truc-là où j'ai passé, depuis, je suis installé à New York c'est depuis 2007. Donc, je vis aussi les États-Unis de l'intérieur. Et de voir cette dérive-là, ou je veux dire cette déception-là, qui, qui est aussi en filigrane dans la foi du braconnier, tu sais, probablement ce serait peut-être un peu plus acéré aujourd'hui, mais sans vouloir tomber non plus dans le discours polarisé qui est à la mode en ce moment et qui est véhiculé aussi par une élite. Donc, oui, la réponse est oui. Je crois que ça reste encore là, mais il me faudrait trouver la bonne tonalité pour le dire. Je ne pourrais pas juste aller crier non ou descendre violemment dans la rue pour manifester un mécontentement parce que j'ai l'impression que l'art fait autant de bien que de dommages, mais d'une manière un peu plus silencieuse. Très bien. Alors, on va parler de ce fil rouge, ce fuck you qui est évidemment qui tient en haleine, puisque Mark S. Morris, ce personnage-là, va essayer d'écrire toutes ces lettres. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la genèse finalement de ce livre-là. Alors, c'est peut-être en effet la colère de l'Amérique des années 2010, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Ce personnage-là, il a évidemment le même prénom que vous, il a évidemment la même initiale, Mark S. Maurice. Alors Maurice, je ne sais pas d'où ça vient, peut-être en référence aux cigarettes que vous fumez, je ne sais pas, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans ce pseudo que vous avez choisi, ce personnage-là. Racontez-nous cette histoire qui paraît plutôt surprenante, parce que ce personnage-là, il a l'air en tout cas bien différent de vous au niveau de la sympathie qu'on pourrait lui porter. Vous êtes gentil, mais la moitié de son identité euh, vient manifestement de moi, de cette étrange violence, amour-haine que j'entretiens avec le continent que j'habite, que je parcours aussi beaucoup parce que j'ai beaucoup voyagé. Vous savez, puis tu sais, tu sais, traverser le Canada, les États-Unis d'est en ouest, sans arrêt, c'est 3 jours de voiture, 24 heures par jour. Sinon, on se repose un peu, c'est 5 jours. Donc, il y a ces immenses trajets que j'ai faits, ces road trips, euh, pour, pour tenter de me trouver, c'est parce que c'est par là qu'on passe. C'est beaucoup sur ce continent-là pour essayer de se définir qui on est dans une espèce de mantra ou de méditation. L'autoroute est à l'Amérique, la méditation est à certaines religions, certaines spiritualités. Alors, j'ai parcouru ça, j'ai parcouru ce territoire sauvage-là beaucoup. Euh, la carte est aussi née la carte avec le tracé est aussi née de cette rage-là qui vient de moi de devoir dire, tu sais, à ce continent-là qui m'a vu naître, qui nourrit, ben, je suis d'accord, mais je suis aussi en désaccord avec une grande partie de ce qui s'y passe. Maintenant, comment je fais pour le dire? Ben voilà, c'est moi. Puis, je ne dis pas les cigarettes que je fume, Anthony, c'est mon nom du milieu, mon nom de baptême, mon tag de naissance, c'est Marc Maurice Séguin. Donc,
Euh, et voilà. Mais ceci étant dit, c'était aussi pour brouiller les pistes. On se dit, ben, est-ce que je fais de l'autofiction? Est-ce que j'en fais pas? Est-ce que, tu sais, puis comme seule réponse légitime à vous donner, c'est que, par exemple, ce qui semble le plus improbable, c'est effectivement produit, puis ce qui semble le plus banal ou qui peut servir d'ancrage pour que le lecteur croit à l'histoire ou à la narration a été inventé. Tu sais. Parce que j'ai ce privilège-là comme auteur, comme créateur, de pouvoir inventer ces mots. Alors oui, en effet, si cela avait été de l'autofiction, vous auriez eu sûrement quelques problèmes. C'est pas possible. Justement, cette volonté de pouvoir faire dire parfois des horreurs, parfois des choses borderline à un personnage, je trouve que c'est rare finalement aujourd'hui, à une époque où justement les lecteurs ont beaucoup de mal à faire la distinction entre un personnage de fiction et son auteur. Euh, Finalement, alors en 2010, peut-être que c'était un petit peu moins flagrant qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est quand même plus délicat. Est-ce que vous vous êtes posé la question du risque, finalement, qu'on assimile ce que dit Mark S. Morris à ce que disait Mark Séguin? Oui, mais en même temps, vous savez, vous l'avez dit, c'est la beauté de pouvoir, je veux dire, se cacher ou de s'incarner dans un personnage et faire dire des choses. Je ne crois pas que, en fait, je vais mettre ça positivement. Je crois plutôt que les années qui se sont écoulées depuis la parution du livre font en sorte que c'est plus facile d'accepter le discours, ce qui est raconté. Je me souviens qu'il y a eu, c'est une époque, une entrevue, il y a peut-être une dizaine d'années, où déjà on disait qu'il serait dorénavant impossible d'écrire une telle histoire. Parce que, parce que puritanisme, parce qu'on veut déminer toutes les choses qu'on produit, parce qu'on a peur d'être cancellé. Maintenant, je veux pas faire d'éditorial, mais pour moi, l'art n'a pas à être beige. Et il l'est beaucoup trop, malheureusement. Parce que on met des drapeaux partout, il y a des cônes oranges, il y a des mises en garde sur tout. Et j'ai pas l'impression, j'ai plutôt l'impression qu'on régresse quand on balise trop les sentiers que les artistes tentent de défricher ou d'emprunter. Donc, et je crois, ceci étant dit, je crois qu'on peut tout dire, mais il y a une façon de le faire. Et trouver le mot juste ou la bonne tonalité ou la bonne façon de le faire, le bon canal, surtout. Et puis, dans cette histoire, tout commence par un suicide raté du personnage principal de Mark S. Morris. Et il y a aussi beaucoup de questionnements sur la mort. Dans ce livre-là, je cite un extrait, par exemple, dès le début. La mort peut-elle être une destination, comme des vacances, ou une pancarte d'autoroute qui vous souhaite la bienvenue? Ça y est, vous y êtes. C'est tellement important de savoir où l'on est. Quel est votre lien justement à cette, je vais pas dire obsession, mais presque, en tout cas dans le roman, une obsession de la mort, une obsession du questionnement de la mort? Vous dites même à un moment donné que pour éclairer la vie, il ne peut y avoir que la mort. Je le reformule un petit peu, mais de mémoire, c'est à peu près ça. Quel est votre rapport à la mort, justement? Est-ce que ça aussi traverse votre art? Est-ce que, alors de ce qu'on voit là derrière vous, j'ai pas l'impression, mais est-ce qu'il y a un lien particulier avec ce phénomène mortuaire? Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse? Quel lien, justement, avez-vous avec la mort? Je crois que, en fait, ma compréhension de la mort a aussi beaucoup varié selon les décennies dans lesquelles je me trouvais, parce que et voici un autre des reproches que je fais, c'est-à-dire que on nous a fait longtemps croire, jusqu'à un certain âge, qu'on était infini ou immortel. C'est-à-dire, il y a un âge de jeunesse où la mort, c'est un truc lointain et inatteignable, qui appartient à d'autres et non à soi. Maintenant, dans les pulsions qui animent les créateurs, je crois que c'est le premier personnage à qui on parle, c'est-à-dire, un, de laisser une trace ou, par exemple, d'y tracer un immense fuck you ou d'envoyer chier, cette finalité-là. Ça vient du moment où on comprend que les choses ont une finalité. Je pense que ça vient parfois avec un vertige, puis c'est à nous de décider de quoi ce vertige sera fait
comment il sera contrôlé ou comment il sera conduit, en tous les cas. Et, et c'est aussi beaucoup par l'art que je le fais. Vous savez, c'était probablement aussi une sorte de validation parce que publier un livre, je reviens à vos premières questions, c'est publier un livre qui est cet objet pour lequel j'ai un immense, immense respect, était pour moi aussi un pied de nez à ce truc-là. C'est-à-dire que là, j'avais une trace qui avait été produite, éditée, publiée, un objet qui existait, qui faisait en sorte que j'avais une preuve aussi de mon existence. C'est telle date, il y a cette chose-là qui a été faite et qui va rester une fois même que moi, je serai parti. À moins qu'on passe tous mes trucs au pilon. Mais il y a cet objet-là qui finit par incarner un passage et qui incarne beaucoup, beaucoup le temps. Donc le rapport est là. Maintenant, vous le savez, je suis dans un atelier, je produis des œuvres d'art et les gens qui sont dans les musées s'appellent des conservateurs. Donc, on va conserver les objets que j'ai faits, en général, ou que ce soit accroché sur des murs. Donc, il y a ce truc, cette soif, ou ce vertige que la mort avait induite en moi, qui était un peu étanché par le fait que je laisse des traces avec des... Quand, vous savez, mes œuvres valent moins si c'est pas titré et daté et signé, évidemment. Donc, les œuvres ont une date. C'est-à-dire que, ben, on sait qu'en 2025, j'ai fait telle œuvre. Et ça rassure beaucoup. Cette chronologie-là rassure beaucoup, beaucoup un milieu et des gens. Pas tant moi, parce que je le sais qu'il y a les objets qui sont là qui vont finir par en parler. Mais au-delà de tout ça, je pense aussi avoir, j'ai pas éteint les feux, mais je les ai circonscrits par le fait que je sais que j'arrive à donner des sentiments aux gens avec ces objets, que ce soit avec les livres, avec la littérature ou avec ces tableaux, peinture, un dessin. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien dans cette rage-là que j'ai, qui est probablement un défaut de naissance. Mais voilà, j'ai réussi à trouver ce truc pour, non pas pour dompter la mort, mais au moins pour l'assourdir un peu. Je me suis aussi posé la question de savoir si vous écriviez sur le Canada. Alors là, vous vivez aux USA depuis déjà bien à peu près 20 ans. Mais est-ce que le Canada est aussi un terreau pour créer, critiquer potentiellement aussi? On sait que c'est de plus en plus délicat aussi au Canada. On a l'impression qu'il y a un véritable glissement des USA vers le Canada pour certains domaines. Est-ce que c'est un terreau qui vous donne envie d'écrire? Que ce soit à travers n'importe quel art finalement, mais est-ce que le fait de vivre aux USA vous donne davantage de lumière ou de crédit pour créer quelque chose autour des USA ou alors vos terres natales, qui est canadienne, peuvent aussi l'être? En fait, ça me donne une légitimité et ça m'en enlève une aussi. Parce que, vous voyez, oui, j'ai écrit beaucoup sur ma terre d'origine, natale, parce qu'il reste ici encore beaucoup d'espace, beaucoup de sauvagerie, je dirais, ou de lieux qui n'ont pas été encore investis, détruits ou enfin pris en charge par une industrie ou un monde. Donc, il reste ce côté-là. Et en même temps, ça me permet un pas de recul pour regarder la société aussi dans laquelle je vis. C'est cette société qui tente, je parle de la société américaine, qui tente de devenir une civilisation, probablement s'éteindre avant de la devenir. Donc, ce pas de recul-là fait en sorte que je peux poser le constat que j'y pose en ce moment. Mais oui, j'écris quand même beaucoup ici. Un dernier truc qui est sorti l'automne dernier, qui est un récit où je parcours plusieurs lieux de culte à travers le Québec, entre autres, où je pars à la recherche d'un peintre qu'on a oublié, qui est décédé, qui est mort en 1955, pardon, en 1964, et qui a laissé une marque indélébile sur l'histoire de l'art d'ici. Tu sais. Alors moi, j'ai fait une espèce de road trip mais là, je raconte, c'est un récit. Il y a pas de fiction là. C'est raconté au jeu premier degré sur ce lieu ici qui est encore à bâtir. C'est une des grandes différences avec, vous savez, en fait, si j'étais Canadien du côté anglais,
je sentirais moins ce besoin ou cette rage-là de devoir dire des choses. Maintenant, comme je suis au Québec, c'est une partie de ma vie, ben, il y a cette langue-là qu'on partage et qui fait en sorte qu'on peut résister à cet impérialisme-là, tu sais, qui est en train de faire une mainmise sur la planète au complet. Donc, il y a cette partie-là aussi où je peux parler du Canada, mais je vais aussi parler de la culture qui est celle d'une langue qu'on partage aussi avec vous, qui fait en sorte qu'on résiste beaucoup. On est obligé de résister face à toutes ces choses qu'on nous fout dans la gorge parce que ben, on est encerclé. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup du pays, en fait de la terre sur laquelle je vis, mais je me sens beaucoup plus américain de continent que, que français, même si on partage la langue, parce que c'est les espaces, c'est ici, c'est ce qu'on est, c'est la neige, c'est le soleil, c'est les oranges, c'est tout en même temps. Et surtout, un pays qui a à peu près à peine 4 siècles d'existence. Donc, tout est en train de s'écrire aussi encore. Et puis vous écrivez sur la nature et notamment sur peut-être cette hiérarchie entre les animaux et les hommes. Et je vous cite, moi, je tue des bêtes pour ne pas tuer des hommes. Une manière de sursis pour ces derniers. J'ai trouvé cette phrase qui finalement fait beaucoup réfléchir parce qu'en réalité, le lien hiérarchique entre les deux est mis en avant par beaucoup d'individus aujourd'hui. Et en même temps, c'est rassurant de se dire que les animaux sont davantage tués que les êtres humains, en tout cas pour ce genre d'individus-là. Et c'est assez terrible aussi mentalement de se l'avouer à soi-même. Euh, Justement, ce que vous mettez derrière Mark S. Morris, de qui vous vous êtes inspiré finalement? Est-ce que ça existe, ce genre de personnage? J'imagine que oui, bien entendu, mais le fait de vouloir se décharger sur les animaux plutôt que sur les hommes, comment vous mettez le curseur finalement? Est-ce que pour vous c'est rassurant ou au contraire inquiétant? Ouais, c'est totalement inquiétant. C'est-à-dire que, c'est- encore là, je fais un pont avec une de vos questions précédentes. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai décidé que je ne serais pas végétarien ni végétalien, que j'allais demeurer omnivore. Je me suis fait la promesse de, comme viande, de consommer que ce que moi, je connaissais ou je pouvais aller chercher moi-même. Donc, par la chasse ou par des gens qui en font l'élevage, dont je connais les pratiques. Donc, ça fait partie de mes valeurs, de mes valeurs personnelles. Donc, quand je pointe ou je dis la phrase que vous venez de citer, c'est aussi pour critiquer une partie de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire la chasse de trophées, ce qu'on fait, ce qu'on voit de plus en plus en Amérique aussi, où des gens ne veulent que parader ou taxidermiser le fait qu'ils croient avoir dominé la mort, mais vous savez, avec des armes à feu qui peuvent tirer à, tu sais, à 500 mètres avec des lunettes d'approche, que l'animal n'a absolument aucune chance. Il y a quelque chose pour moi des mondes où il est en train de perdre l'essence de la nature avec un grand N. Et c'est ce que le protagoniste du roman est en train de dire et de pointer du doigt et surtout de vilipender parce que c'est horrible de penser puis de voir les gens célébrer après. On le voit, puis vous savez, je ne vais pas donner de leçons à personne ici, là. Moi, je chasse à l'arc traditionnel. Donc j'ai pas de viseur. Donc, si je finis, pas, et puis ça arrive pas chaque année non plus que j'ai réussi à ramener des trucs, mais je dois être à 7 8 mètres de l'animal. Vous savez, comme on faisait, comme les Autochtones ici faisaient il y a des siècles ou il y a des millénaires, c'est-à-dire dans un rapport un peu plus égalitaire que ce que la poudre à canon nous a appris. Et votre lien justement avec le braconnage, est-ce que vous vous êtes renseigné en la matière? Est-ce que vous avez dialogué avec certains braconniers aussi, peut-être pour comprendre davantage leur état d'esprit, leur lien avec la nature? Parce que certains, en effet, pensent être véritablement dans le droit chemin et en sont convaincus et évoquent ce lien avec la nature comme si c'était un éternel recommencement et une logique implacable. Oui, en fait, j'ai beaucoup plus appris dans ma vie des braconniers que des chasseurs, mais j'ai aussi été dans l'adolescence, une partie de l'âge adulte, guide de chasse. Donc, j'ai vu cette autre partie-là et la plupart des guides qui m'enseignaient ou qui m'avaient pris sous leurs ailes étaient aussi des braconniers. C'est-à-dire qu'une fois le travail terminé, pour nourrir leur famille aussi, ils allaient chasser en dehors
du cadre législatif, en dehors des règles pour savoir comment ça fonctionnait. Ici, dans le cas du roman, c'est aussi une immense métaphore pour dire qu'on est en train que les dés sont pipés, que on est en train de tricher un peu partout et de le rendre acceptable. Et puis ce Mark S. Morris a une particularité, c'est qu'il n'est pas, il a des parents moitié blancs, moitié amérindiens, ce qui lui donne aussi une casquette particulière. Ce choix-là, il est aussi extrêmement conscient. Euh, Pourquoi vous avez décidé de mettre un personnage qui, entre guillemets, n'est pas forcément extrêmement limpide, simple, dans ses origines notamment? Parce que entre la moitié blanche du personnage, alloctone, et la partie amérindienne, donc autochtone, qui était née, ça me permettait aussi de résumer les origines de l'Amérique. C'est de dire, ben, tiens, voici, est-ce que j'ai davantage de droits parce que j'y suis né, parce que j'y suis moi né ici, ou est-ce qu'il fallait que mes ancêtres y soient? C'est d'ores et déjà pour que j'arrive à dire, ben, tiens, mes origines sont plus nobles que les tiennes parce que ben, ça fait c'est 1000 ans qu'on est là ou ça fait 2000 ans. Et ça me permettait, je crois encore aujourd'hui même, de faire dire et faire des choses au personnage qui autrement auraient été plus difficiles. C'est-à-dire que ça ouvrait des portes, ça lui permettait un certain affranchissement de political correctness, là, d'être capable de dire, ben tiens, regardez ce que je vais. Ou par exemple, les peuples fondateurs, comme les Premières Nations, comme on les appelle ici, étaient ici avant nous. Ils ont des droits ancestraux. Est-ce qu'ils auraient mieux fait si nous, on n'était pas venus? Est-ce que et c'est un échec total aussi complètement parce qu'on les a mis dans des communautés enclavées. On leur a retiré leurs droits fiscaux s'ils sortent de ce qu'on a appelé malheureusement des réserves longtemps. Donc, ça me permettait aussi d'aller torpiller un peu cette idée-là en faisant du personnage une voix plus profonde, donc, qui pourrait parler plus profondément de son Amérique. Et puis c'est évidemment un roman sur la critique des armes. Alors évidemment aux États-Unis c'est prégnant et là aussi je vous cite l'Amérique s'est auto-conquise par les armes et depuis cette victoire incestueuse elle ne cesse de s'exporter. J'ai grandi les armes aux mains, dans la bouche, dans les yeux et je suis né en état de tueur. Au fond de moi, un désir souterrain de conquête commence à déborder, à vouloir dominer. Ça aussi, c'est quand même extrêmement puissant. Ça montre aussi la déliquescence de l'esprit américain pour les armes. Et avec Donald Trump, évidemment, ça risque de continuer. Euh, Qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant? Est-ce que c'était la dénonciation de ce port d'armes? Alors, le port d'armes n'est jamais cité réellement, c'est l'utilisation d'armes que vous mettez en avant. Alors, peut-être que le port d'armes, clairement, aurait dû déjà être légalisé comme dans beaucoup de pays européens, peu importe, mais qu'est-ce que vous vouliez dénoncer aussi à travers ce récit-là, à travers la facilité de s'en procurer une et la facilité avec laquelle on peut tout simplement abattre une cible, peu importe qu'elle soit humaine ou animale. Mais vous savez, c'est encore Ça beaucoup paraît, d'actualité. ça paraît tellement démesuré de notre côté, côté européen, Oui, ça paraît tellement encore assez lunaire comme situation. mais Anthony, ce l'est. C'est complètement ridicule. Il y a 4 armes par habitant aux États-Unis. C'est en nombre. Ça, c'est ce qu'on sait. Vous imaginez, en fait, je trouve aussi qu'il y a une fable immense qu'on a oublié d'ajuster. C'est-à-dire que je peux comprendre, selon la Constitution, où le pays a été construit, érigé ou constitué à une époque où fallait se défendre. C'est peut-être contre des gens ou contre d'autres. Mais il y a quelqu'un, un jour, qui en a fait un amendement de la Constitution. Et, voilà où ça devient fabuleux. C'est qu'on s'en sert pour une liberté individuelle et narcissique de dire, ben, le droit de me défendre à tout prix, contre tout. Non, puis je vais partager avec vous votre étonnement parce qu'ici aussi,
c'est la même chose dans ma tête. Je sais à quoi devrait servir une arme et c'est pas me protéger. Si l'état de droit dans lequel on vit euh, faisait son travail comme il faut, et je crois qu'il le fait en général, ben, on n'aurait pas besoin de croire qu'on doit se défendre seul. Et vous savez, tu sais, les lois ont parfois aussi tu sais, très peu amendé. Je peux, dans ma résidence tu sais, principale au Canada, quelqu'un entre, si je me sens menacé, je peux tirer la personne et m'en sortir au niveau légal. C'est quand même assez fou de se dire, ben, OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les forces de l'ordre seraient là? Ça arrive pas, là, on s'entend. Mais ce réflexe, cette pensée réflexe-là, est très, très, très présente aux États-Unis. Comme si l'État ne pouvait pas nous protéger ou comme si le contrat social était brisé. Alors, cela étant, en France, c'est possible, mais uniquement de nuit lorsqu'on pénètre dans un domicile en état de légitime défense, mais pour le coup, c'est beaucoup plus restrictif. Vous dites même, et j'ai trouvé cette phrase encore très belle parce que vous êtes quand même le roi de la formule. J'avoue qu'on souligne beaucoup de choses dans votre livre à chaque fois. Les armes ne tuent qu'avec le consentement humain. Je l'ai encore regardé quelques secondes en me disant que c'était un objet tellement inoffensif quand on le comprend. Il y a un véritable rapport avec les armes de ce personnage-là, et je trouve que vous arrivez à toujours mettre les mots justes sur une situation qui est complexe parce que c'est un personnage complexe, parce que de l'autre côté de cette noirceur, il y a beaucoup d'amour vis-à-vis d'Emma. Ce n'est pas qu'un personnage sombre et glauque, il y a aussi cet amour qu'il partage avec Emma. Euh, Vous vouliez aussi mettre de la lumière et garder un petit peu d'espoir dans cette Amérique profonde, extrêmement noire. Mais complètement, complètement, Denis, parce que au final, je vais vous le chiffrer là, pour le comprendre mieux. Je suis optimiste à 51%. Donc, tout tient. Tout là, et je crois davantage à la lumière qu'à la noirceur. Cela étant dit, euh, c'est difficile. Ça prend des grosses lampes torches pour l'époque dans laquelle on vit pour essayer de trouver un chemin. Mais oui, je crois profondément à l'amour, je crois profondément c'est à la bienveillance et à l'art pour porter les sentiments et pour porter aussi la conscience ailleurs et la faire évoluer. Maintenant, je ne suis pas toujours en accord avec ce qui se passe dans ma société. Donc, j'ai aussi probablement qui se réalisera jamais dans ma vie, mais ce rêve aussi fou de tout laisser tomber puis d'aller tu sais, vivre dans la forêt, seul, vivre que de l'eau d'une rivière ou de ce que je pourrais manger et cueillir de mes mains. Et c'est ça, ou pour m'extraire. Pour l'instant, il y a l'art qui fait cette compensation, qui est un palliatif quand même fabuleux à cette horreur-là que je sens. Peut-être, j'aurais dû dire au début, malgré le fait que je sois cet homme blanc à qui parfois on donne une certaine autorité ou qu'on valide, je passe ma vie à douter, tu sais, et à essayer de trouver des solutions pour améliorer le monde autour de moi. D'abord en commençant par ma salle à manger, ma cuisine, par ma maison, puis ensuite essayer d'avoir tu sais, une main, un regard ou une parole pour la société dans laquelle je vis aussi. Donc tout ça est encore là. J'ai choisi la vie, c'est au détriment de la mort, mais ce sont des moteurs, ce sont des moteurs importants de ma vie. D'avoir c'est aussi ce côté sombre qui vit en moi, mais qui pour l'instant est tenu en laisse. Alors, par rapport à ces formules dont j'ai parlé, et je vais en citer régulièrement, ne vous inquiétez pas, Sandra pose une question par rapport à ces formules-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans la coulée de votre écriture, ou au contraire, est-ce que ce sont des pensées, des maximes, des aphorismes que vous mettez peut-être en poésie à côté et qu'ensuite vous insérez au récit? Est-ce que... Alors, vous n'avez pas de casquette de poète, en tout cas, j'ai pas vu dans les biographies que j'ai pu lire, mais il y a véritablement un immense talent pour trouver les mots justes et le faire avec poésie, même dans la noirceur. Alors, c'est vrai que c'est une question qui nous interpelle. Ben, c'est gentil, juste pour répondre à la question, j'ouvre une parenthèse. Oui, il y a un recueil de poésie qui est sorti il y a 6-7 ans, mais attendez un peu, c'était de la poésie écrite quand j'avais entre 16 et 18 ans, donc adolescent. J'en ai jamais refait par la suite.
Ceci étant dit, non, c'est écrit, vous savez, je trouve ça euh, horriblement difficile à écrire. C'est-à-dire que ça me demande beaucoup, beaucoup. Je dois mettre ma tête sur la bûche. Il y a une part de dévoilement de soi qui est obligatoire et qui donnera de la merde si je ne la fais pas, mais ça coûte de devoir se livrer autant. Donc, ceci étant dit, c'est écrit, les formules ne sont pas recherchées. En fait, mon éditrice et mon éditeur me disent toujours, c'est vas-y doucement sur les aphorismes. Je crois pour m'être contrôlé depuis. Mais je suis heureux de vous entendre. C'est à mon tour, moi, je vais vous citer la prochaine fois qu'ils vont vouloir biffer une de mes fois. Voilà, il y aura le replay, vous pourrez leur envoyer la vidéo. Il y a aussi ce feu intérieur qui brûle. Alors vous ne le dites pas, mais c'est comme une sorte de démon qui brûle à l'intérieur de ce personnage-là. Vous dites, il y a toujours eu un feu à l'intérieur. Quelquefois, il a été amoureux d'une fille au secondaire, d'une peluche, ou alors c'était un feu de bravade, d'opposition, de course automobile. Une autre fois, un feu nourri d'espoir humain, de l'injustice nord-sud, des mensonges sociaux à propos d'égalité. J'ai cru 1000 fois l'avoir éteint, mais les cendres restaient si chaudes qu'à la moindre brise, il se rallumait. Est-ce que finalement on guérit de ça, de ce feu intérieur? Est-ce qu'on peut guérir de ce feu intérieur ou au contraire les cendres restent finalement incandescentes? C'est moi qui écris ça? Eh oui, c'est beau. Eh oui, j'avoue. J'avoue que c'est très beau. Euh, je serais, je vais vous répondre, ce sera succinct. Je serais inquiet si les cendres s'éteignaient. Je crois que c'est à ce moment-là où j'aurais lancé la serviette, puis où il y aurait plus cette motivation-là de venir travailler à l'atelier, d'ouvrir l'ordinateur, d'écrire, d'avoir des mots, d'avoir un calepin de notes avec un crayon HB pour noter des choses qui prennent moins de temps à l'ancienne que par un iPhone. Ces choses-là, puis partout, hein, ça arrive en voiture, ça arrive au réveil, ça arrive dans le sommeil, ça arrive au détour d'un fait divers, d'une nouvelle, d'une époque, du troisième verre de vin. Ça arrive partout encore. Et pour ça, je me sens privilégié et je le suis. Que ce feu-là, mais ma réponse finale va vous décevoir. Je ne crois pas être responsable de ça. J'ai l'impression que ça vit en dedans de moi et ce que j'ai à faire, c'est de fournir, c'est le combustible au feu. Est-ce que vous avez déjà pensé être le Christ? C'est une phrase Mais qui est intéressante. Je ne suis pas le Christ. J'ai longtemps cru que je l'étais, mais je sais aujourd'hui depuis tous ces miracles que je ne fais pas, que je ne le suis pas. La déception a fait place à l'amour, je crois. j'ai, je crois pas que je serais artiste si j'étais pas aussi fabuliste ou d'avoir envie de dire de voir vous savez, dans le livre, entre autres, l'idée d'être pape m'a déjà effleuré l'esprit, mais dans l'enfance. Mais c'était C'est aussi dans le livre. oui, ben voilà, c'était une admiration du pouvoir de ce que c'était. Elle me disait, ben, tu sais, comment est-ce que je pourrais, moi comme humain, réussir à rejoindre tu sais, d'autres personnes avec qui je partage la vie ou une spiritualité et de leur dire, ben voilà, euh, est-ce que je pourrais les guider ou est-ce que je pourrais être tu sais, imprégné de cette lumière-là qui semblait avoir. Vous savez, après ça, j'ai déchanté. Je disais, si vous me posez la question aujourd'hui, je vais vous répondre que c'est une immense industrie fabuleuse qui dure depuis tu sais, plusieurs millénaires. Tu sais. Et en soi, c'est un immense succès. Et puis, le livre est aussi, en effet, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait 51% de positivité. Il y a aussi 49% de désinvolture ou de peut-être d'un personnage extrêmement désabusé, où vous dites, et vous avez tellement raison, il n'y a pas plus d'humanité aujourd'hui qu'au début de la préhistoire, avec beaucoup plus de monde. Et on sent ce personnage-là, et on sent derrière évidemment l'auteur qui, vous le dites un petit peu plus loin également, vous dites que
on est très lent finalement. On n'a pas éradiqué les guerres, on n'a pas éradiqué les famines, on n'a rien éradiqué de tous les maux de l'humanité. Et je le dis régulièrement aussi, je trouve que rien n'a changé, excepté les tenues vestimentaires, excepté les loisirs, les hobbies, finalement, et le monde du travail, la mondialisation, mais finalement, rien d'autre n'a changé. Les caractéristiques humaines restent les mêmes et souvent, les plus négatives, en tout cas, restent identiques. Les plus positives sont beaucoup plus rares. Ouais. Vous savez ce qui a changé? Il y a une chose qui a changé. L'illusion qu'on est meilleur. À une certaine époque, on est très préoccupé par la survie, par la survie quotidienne. C'est trouver à se nourrir, se vêtir et manger. Et là, je veux pas tomber, je veux pas du romantisme là, à outrance, là. Mais parfois, il y a des revers de l'histoire et du présent et politique qui nous rappellent que, ben, effectivement, la nature humaine, elle, n'a pas changé, ou si peu. Mais ce qui a changé, c'est cette illusion-là, c'est d'avoir cru que parce qu'on a érigé, par exemple, l'immeuble qui s'appelle les Nations Unies à New York, et avec une déclaration hein, qui date de quelques décennies à peine, qui dit qu'on est tous nés égaux, mais à mon avis, c'est de la bullshit. Parce que c'est pas vrai. Selon votre code postal ou votre lieu de naissance, beaucoup de votre avenir pourrait être prédit selon votre lieu de naissance, hein. Donc, ça, puis il faut se le faire rappeler. Donc, ce 49%-là, qui est la part sombre, doit aussi être dite, tu sais, et, et incarnée. Cette fois-là, ce coup-ci, la citation que que vous avez lue, Anthony, me ressemble beaucoup aussi. Tu sais. Je le fais dire au personnage, mais c'est aussi moi qui crois que, ben, il y a ce manque-là et il y a surtout un mauvais jaugeage de qui on est véritablement. C'est pas parce qu'on se parle à distance, qu'il y a 5000 kilomètres qui nous séparent, qu'on a vraiment beaucoup avancé. Très bien. Alors, bah, très bien. Ben, oui, oui, bah oui. Pas forcément bien, mais c'est la dure réalité. Tout le monde est un peu Ouais. abattu. Mais alors, on va prendre une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un premier extrait. Marc, c'est à vous à présent de lire. 3, 2, 1, et c'est bon. Parfait. C'est à vous, Marc, pour le premier extrait. Décembre 1996, fin du Y, Toronto. On ne peut pas soupçonner d'où viennent les événements révélateurs dans nos vies. J'ai vendu mon pick-up avec l'intention de ne plus continuer cette route. Je suis déçu de ne pas avoir revu la fille. Fuck Y. C'est quand même mieux que rien. Ça pourrait être une abréviation de plein de mots. Yolanta, par exemple. Ou Isolde de Tristan. Ou le chromosome Y tout seul. Je hais la génétique depuis qu'elle usurpe la connaissance mystique du monde. Il est évident qu'on trouvera plus précis un jour. À mesure que la technologie progresse, la compréhension du règne du carbone se précise aussi, vers un intérieur de plus en plus minuscule. Et nous sommes de gigantesques petites choses. J'ai vendu, enfin presque donné mon deuxième Dakota à un Chinois d'Amérique, vendeur d'occasion, au coin de Spadina et Queen Street. 350 $. Le prix d'un bon Bourgogne rouge et d'un billet de train aller simple pour Montréal. Merci, Marc. Alors évidemment, il y a aussi une grande partie du livre qui est dédiée à la foi. Il y a en effet la foi du braconnier, mais il y a surtout la foi. C'est le mot-clé de ce texte, puisque le personnage se pose beaucoup de questions par rapport à sa propre foi. Et j'aimerais avoir finalement votre définition de la foi. Où vous la mettez? Est-ce qu'elle est uniquement religieuse, spirituelle, plus personnelle? Je cite également un extrait. C'est vrai que j'ai lu beaucoup d'extraits ce soir, mais c'est très bon signe. Je lis, j'en lis beaucoup. Euh, Est-ce que tous les événements de nos vies sont liés? Comment la justice humaine fonctionne-t-elle? Existe-t-elle? Si par exemple je vole la manchette d'un vieillard, serais-je puni automatiquement par une instance morale? Qui règle les règles? Est-ce une affaire d'éducation, de karma, de religion, de croyance? Comment faire pour changer nos propres règles sans trop de casse? Je n'ai jamais répondu à la gifle de Yolanta parce que j'ai jugé avoir été puni justement pour ce commentaire.
ne continue pas, mais vous avez compris l'idée. Euh, Cette foi-là, elle revient quasiment tout au long du livre, pas au début forcément, mais un petit peu plus tard. Il y a un questionnement perpétuel de cet individu qui nous fait aussi réfléchir à notre foi aussi. Où placez-vous le curseur de la foi, justement? Je place le curseur dans la catégorie des manques. C'est-à-dire que je souhaiterais qu'elle soit incarnée autant par un folklore que par une sémantique qui viendrait me rejoindre. On a, de ce côté-ci de l'océan, pas mal abandonné cette idée-là. L'idée que c'est en passant la religion catholique est la seule à peu près qui est en croissance dans le monde, mais surtout à cause de l'Amérique latine. Autrement que ça, les églises se vident et on cite Dieu et ses employés comme, comme une caution. Aux États-Unis, il y a 10 jours, c'était la grande messe du sport américain, le Super Bowl. Et les gagnants, après, avec le trophée en main, remercient Dieu. Mais euh, je me questionne beaucoup sur la migration de sens que cette foi-là a prise. C'est-à-dire que est-ce que c'est comme avant? Est-ce que on rentrait puis pour expliquer la durée de vie ou le temps qu'on avait pour respirer, c'est-à-dire d'une naissance jusqu'à la mort, on s'en remettait à une certaine forme d'autorité qui était spirituelle, tu sais. Moi, c'est à ce folklore-là que je n'adhère plus. Mais je suis quelqu'un de profondément spirituel. Je peux m'étendre dans l'herbe, dans le gazon ou dans les feuilles comme le personnage du roman et ne respirer que l'air du moment, c'est l'humus, de comprendre ce que c'est et d'en faire une communion. Tu sais. Bon, comme toutes ces choses qu'on m'a enseignées, mais dans un mauvais casting. C'est-à-dire que ce sont toutes des choses qui, pour moi, m'appellent, sont des phares, sont des routes qui sont tracées, mais jamais pour arriver à la bonne destination ou à la bonne maison. Mais oui, je le suis profondément. Vous savez, comment peut-on être créateur ou devenir artiste si on ne croit pas à cette part d'invisible-là? Tu sais? C'est-à-dire, moi, je vous fais un truc, dans le cas d'une œuvre, d'un tableau, il y a des choses qui peuvent vous marquer ou pas, vous allez avoir des mots ou non, je vous donne un sentiment. Là, avec un truc, tu sais, comme ça, vous me donnez accès à votre intimité chez vous. Vous me permettez d'entrer en vous, puis d'aller vous toucher ou pas, de dire des choses. C'est profondément spirituel comme démarche, de vouloir aller vers l'autre, c'est vers l'humain. Et puis, il est aussi question de prédestination. Je pense qu'en peinture, dans le monde artistique, on a l'impression que cette prédestination, elle est encore plus importante. Il suffit peut-être de bouger et de décaler un élément pour que une peinture devienne potentiellement plus célèbre qu'une autre. Alors qu'en littérature, c'est quand même plus délicat. Une seule phrase du livre ne pourrait pas prédestiner peut-être l'issue de ce dernier. Mais il y a encore une fois des très belles phrases là-dessus, et il y en a une qui m'a frappé. Sait-on combien de bonheur passe à côté de nous, nous effleurant à peine, car on choisira plutôt d'éviter des récifs. Est-ce que vous êtes aussi dans cette situation-là d'imaginer que, entre guillemets, le destin est potentiellement à côté de chez nous? Et est-ce que vous avez une anecdote particulière à nous livrer? Est-ce que une fois dans votre vie, vous vous êtes posé la question de savoir si vous aviez fait quelque chose de potentiellement légèrement différent, les choses auraient pu bouger beaucoup plus? Mais je me souviens, en fait, l'exemple le plus probant que je pourrais vous donner, c'est la journée où, c'est à 19 ans, j'ai décidé que j'allais tenter d'être artiste. Parce qu'il y avait des choses, puis je l'avais jamais dit à personne, ça faisait pas partie tu sais, du cheminement ou de la route qui était même envisagée ou soupçonnée. Mais cette décision-là, vous savez, c'est une fraction de seconde. De se dire, ben, tu sais, on est auteur ou on l'est pas, on est artiste ou on l'est pas. J'ai pas voulu usurper le nom ou l'identité de ce que c'était, mais de dire, cette promesse que je me suis faite à ce moment-là fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est 35 ans, 40 ans plus tard, j'arrive à vous parler, encore
de cette fraction de seconde-là qui existait. Vous savez, j'aurais pu choisir d'être plombier ou aller, en fait, je faisais des études pour aller en médecine vétérinaire. Tu sais. Donc, j'aurais pu aussi choisir ce truc-là. Maintenant, je ne vais pas vous parler de puis sombrer dans l'ésotérisme, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai pris, à mon avis, la bonne décision. J'arrive pas à comprendre, vous dire, ben tiens, je ne maudis pas ma vie, je la subis pas, je dans une certaine forme de liberté, même s'il y a des contraintes. Je fais en gros, en fait, non, je vais vous le rephraser autrement. J'ai dépassé toutes les limites ou les rêves que j'avais eus avec cette toute petite fraction de seconde-là. Ceci étant dit, est-ce que si j'avais décidé de faire autre chose, j'aurais pas eu une vie encore plus heureuse ou mieux? Pire, je le saurais pas. Mais il y a un moment où je n'ai qu'une vision, puis et des décisions que je dois assumer. Fait qu'à partir de là, de dire, vous savez, j'ai écrit un livre alors que j'étais peintre. C'était en soi immensément difficile de le faire. Et il y avait une timidité, une gêne de ma part à dire, non, 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 j'ai écrit un roman le truc dont on parle aujourd'hui. Mais je suis heureux de l'avoir fait aussi parce que ça a été un risque dans ma vie. Et à chaque fois que ces risques-là ont été pris, du moins assumés, ça a été assez payant moralement. C'est de dire, ah tiens, ça me ressemble et je dois aller là. Donc, mais dans cette part de doute-là aussi, j'ai jamais choisi des sentiers des routes qui étaient pavées. J'ai choisi un peu les chemins de travail. Alors, il y a une question de Sandra qui va rejoindre la mienne également sur la fuite, puisque ce personnage-là aime la fuite, et vous l'écrivez, j'aime la fuite, c'est le seul endroit d'où je ne fuirai pas. Vers toute destination, il existe une voie que je m'empresse de marquer d'un signe d'urgence. On court toujours quand on s'enfuit. Cette fuite me permet de ne pas me retourner, ne pas regarder en arrière. Un luxe, un privilège volé à la mémoire de toutes ces années, les plus laides et les plus belles, que notre cerveau conscience enregistre et grave, à notre insu. Et donc la question de Sandra est la suivante. Est-ce que pour vous, la foi, la spiritualité peuvent encore quelque chose contre l'état du monde, ou est-ce uniquement un moyen de fuir le monde? Vous avez 2 heures, Marc. C'est généreux. Euh, oui, oui et non. C'est-à-dire que tant qu'on ne se prendra pas le pied dans le piège du cynisme, et ce qui est, ceci étant dit, un monde dans lequel je vis, qui est celui des arts visuels, où on fétichise des œuvres et qui finissent par prendre des valeurs complètement démesurées. Et je vous dis ceci et j'en bénéficie, là. C'est-à-dire que c'est pas ce sont des gros prix, c'est des gros montants d'argent qui, à mon avis, euh, sont aussi troubles que l'époque dans laquelle on vit. Donc, on ne doit pas, nous, comme consommateurs ou amateurs d'art, ou peu importe ce que c'est, ou personnes qui l'apprécient ou qui s'en servent pour avancer, sombrer dans ce cynisme-là, de se dire, ben tiens, parce que l'œuvre vaut 500 000 euros ou des millions, ben je vais y accorder moins d'attention ou plus d'attention. C'est-à-dire, il y a une valeur intrinsèque à chaque œuvre, à chaque livre. C'est entre autres ce que j'aime de la littérature, c'est-à-dire que pour 15 euros, vous avez des heures et des heures et une œuvre entre les mains. Tu sais. Donc, euh, oui, je pense que vous savez, c'est Henri Laborit qui dit qu'il y a deux choses à faire devant une agression, c'est soit fuir ou soit combattre. Je pense que l'art fait les deux en même temps. Et c'est un des rares moyens qui peut être incarné dans ces deux choses-là en même temps. C'est-à-dire que ça me permet, moi, pendant que je fais ça, d'oublier une partie du monde, puis ensuite de projeter l'objet pour qu'il aille faire son travail ou pour qu'il aille faire un bout de chemin ou le pont dont on a besoin puis, euh, parce que le constat qu'on dresse sur l'époque est pas toujours radieux, mais qu'il doit nous rester mais doit nous rester des parts de lumière. Sinon, pourquoi se parler? On retourne dans Walking Dead puis on essaie de survivre contre les zombies.
Très bien. Et Sandra, alors Sandra a rajouté, est-ce que écrire vous décharger de ce monde? Vous avez en partie répondu aussi, justement. Donc c'est la peinture finalement, le monde artistique qui vous permet de combler tout cela et non pas forcément la littérature. La littérature n'est peut-être c'est autre chose, c'est quelque chose de différent. Ça vous Ah non, permet. non, non, mais je ne peux pas concevoir ne pas faire de littérature. Ça fait partie de ma vie. Je reviens à ce que je disais tantôt. Ça m'a tellement nourri et construit que ça fait partie de mes cycles naturels. Vraiment. Je vous dis, j'ai parlé des tableaux. Maintenant, si j'avais eu qu'un livre de publier, on aurait une discussion, une conversation pas mal différente. C'est-à-dire que le, les trucs, là, je vais parler bassement de quotidien, mais les trucs pour payer les factures est d'abord venu des tableaux. De ce truc-là où la carrière, j'ai fait le tour du monde, puis les trucs sont mis à fonctionner assez vite. Mais vous voyez, dans le mode de pensée qui vampirise mon âme, ben, c'est pour moi, je devais aller ailleurs, puis prendre un risque, puis aller dans la littérature, dire, tiens, je pars de rien avec aucune réputation, je repars à zéro. C'est possible de dire des choses, mais ce serait impossible que je vive sans littérature. Impossible. D'accord, d'accord. Et puis il y a beaucoup de passages culinaires aussi. Alors là, c'était plutôt surprenant. J'ai eu l'impression que vous aviez déjà travaillé dans un restaurant. C'est peut-être le cas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est extrêmement détaillé, notamment sur des abats. Alors ceux qui n'aiment pas les abats, forcément, ça va être compliqué de lire ces passages en tout cas. Mais quelle est votre histoire par rapport à ça? C'est quand même plutôt surprenant parce que on a l'impression que comment dire, que vous êtes véritablement cuisinier ou restaurateur de ce genre de choses. Donc, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce que c'est simplement une sorte d'artifice? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait d'aller jusqu'au bout, après avoir abattu une bête, d'aller jusqu'au bout pour le cuisiner, comme une sorte de cycle dont vous nous parliez d'ailleurs tout à l'heure? Est-ce que c'est cela? Et donc, de un, non, je suis pas cuisinier. J'ai par contre plusieurs amis qui le sont. Euh, donc, je- par infusion, ben, ça finit par faire son chemin ou et goûter. Mais à la base de tout ça, c'est que je fais la cuisine, comme la peinture d'ailleurs, est une activité profondément sensuelle, dans le sens où on s'adresse autant, tu sais, aux yeux, à l'odorat, parfois à l'ouïe parce qu'il y a des bruits d'atelier que j'adore, tu sais, au goût, manger. Euh, Maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, ici pour survivre, quand on faisait boucherie, qu'on abattait un porc, un cochon, on devait manger du museau à la queue parce que c'est ce qu'on avait. Puis là, je vous parle d'il y a à peine quelques décennies. Vous avez gardé, je suis allé tourner un truc l'an dernier en France, à Limoges, chez un boucher justement qui se spécialise dans la revalorisation des abats, qui est en train de s'effriter pour dire, ben, pourquoi est-ce qu'on envoie toutes ces choses comestibles-là à la moulée pour chien? Entre autres. Parce qu'il y a une industrie qui pourrait s'en occuper, puis c'est un savoir qui est en train de se perdre. Mais c'est d'abord et avant tout une question de sensualité. C'est, ben, j'aime manger, c'est un truc qui me survit. Il y a beaucoup de moments dans ma vie où je vais aussi chez McDonald's parce que je suis sur la route puis je dois manger, tu sais. Mais là, je coche un truc parce que bon, affamé, je dois sourire. Mais il y a d'autres moments aussi où tu sais, on peut lire des choses un petit peu plus difficiles aussi que de lire des magazines ou des trucs sur TikTok. Bon. Il y a un beau passage d'ailleurs sur McDonald's où vous dites, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que les scientifiques ont prouvé que manger tout cela ne serait pas possible pour un être humain et qu'il y a des anti-vomitifs à l'intérieur. Alors je ne sais pas si c'est complotiste, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais ça m'a fait sourire. À côté de ça, le texte est intercalé de ces attire-d'elle parce que l'individu, Mark S. Morris, est fiché à Traffic USA, un organisme police, sorte d'Interpol biologique de surveillance des trafics d'organes d'animaux et de plantes. C'était comme une pause finalement, comme une sorte de regard omniscient à côté de l'action qui se déroule, qui est plutôt vive, de l'action de Mark S. Morris, de ce périple-là. Il fallait des moments où justement il y ait un œil différent, un regard observateur, inquisiteur même. Oui, en fait, puis probablement, là,
je vais retourner au b.a.-ba de la littérature. Pour moi, les à tire-d'aile, maintenant en rétrospective, je me rends compte que ça sert aussi de narrateur. C'est-à-dire que ça vient valider, c'est comme une force ou une vision qui serait omnisciente et qui dirait, ben oui, tu sais, la scène, parce que plusieurs fois, c'est aussi ce qui se passe, comme si c'était une vision de drone. Tu sais. On peut nous décrire ce qui est en train de se produire sur le plancher des vaches, mais que quand on le valide, on le redouble aussi de cette autre vision-là, de cette recherche de vérité. Donc, à tire-d'aile venait de ça aussi, de dire, ben tiens, je veux m'extirper de cette gravité-là pour montrer aussi la scène, montrer qu'il y a quelque chose de supérieur, qu'il y a un regard supérieur, cette recherche de foi-là aussi. Et puis, il y a finalement beaucoup de musique aussi dans le livre, notamment Leonard Cohen. Est-ce que vous avez un lien particulier avec lui? On a l'impression, en tout cas, il revient régulièrement. Quel est le lien peut-être entre Marc Séguin, Mark S. Morris et Leonard Cohen? Quel est le lien particulier entre vous trois? Ben, je l'écoute beaucoup, je l'ai beaucoup écouté, je l'écoute encore. Il y avait une maison aussi à Montréal, natif de Montréal. Je suis aussi déjà entré chez lui parce qu'un ami avait eu un contrat pour aller peinturer son sous-sol. Et j'étais allé, c'était aussi quelqu'un de fabuleux. Puis c'est à l'époque, le 92, il venait de sortir de Future, qui est une œuvre, à mon avis, aussi éclairante que sombre, sur un constat aussi d'une Amérique en dérive. Euh, c'est quelqu'un qui, par ses mots, finissait toujours par faire résonner un truc chez moi, tu sais, qui réussit à me nommer, même si on était séparés par plusieurs décennies. Et comme artiste, c'est aussi dans un fantasme absolu, un truc auquel j'aspire. Tu sais. Je me dis, mais tiens, est-ce que moi aussi je pourrais être pertinent un peu plus longtemps que c'est un effet de mode? Donc, j'aime toute la carrière de Leonard Cohen, tu sais, de ses débuts, tu sais, de la vie de bohème jusqu'à le moine bouddhiste, jusqu'à, tu sais, le vieil homme qui était devenu, le poète qui était devenu, qui chantait aussi ses poèmes. Très bien. Et d'ailleurs, est-ce que La Foi du braconnier a été adaptée sur un autre média, une série, au cinéma? Est-ce qu'il y a eu des projets en cours, même au J'ai théâtre, potentiellement? j'ai vendu 2 fois les droits. Les droits ont été acquis 2 fois pour un film cinéma. Je suis plus allé plus loin que ça. Puis ceci étant dit, je, moi je préfère quand ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un film devienne un livre, qu'un livre devienne un film. Je considère qu'il y a assez dans le livre et que un bon livre n'a pas besoin du cinéma pour exister. Ça, c'est certain. Est-ce que vous travaillez sur d'autres livres? Est-ce que les livres que vous avez publiés outre-Atlantique vont paraître en France? Est-ce qu'il y a déjà des projets qu'on va pouvoir découvrir? Parce que vraiment, après avoir lu La Foi du braconnier, on est un peu triste de ne pas pouvoir vous trouver davantage. Est-ce qu'il y a des projets en cours en France? Mais c'est ça, c'est bien que vous le mentionnez. Il faudrait le demander à Aurélie qui est avec nous ce Et soir. voilà. Aurélie lève la main, c'est parfait, Aurélie. Oui, bonsoir. Bonsoir Anthony, bonsoir Marc. Euh, Ça fait tout bizarre parce que Marc, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 15 ans, je pense, quand La Foi du braconnier est sorti au Québec. Puisqu'en fait, moi, je travaillais pour son éditeur québécois à l'époque. Et en fait, je m'étais toujours dit que si je rentrais en France un jour et que je refaisais de l'édition, ce serait le roman que je voudrais publier. Et donc, je suis super contente qu'on ait pu le faire. Et pour répondre à la question, alors pour l'instant, donc 18 a acquis les droits de La Foi du braconnier uniquement. Faut voir, moi je sais que j'ai d'autres romans de Marc à la maison, là, il y en a beaucoup que j'aime. Je pense que La Foi du braconnier, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée aussi dans l'œuvre de Marc parce que c'est assez, malgré tout, même si c'est parfois dur dans les sujets abordés, etc., c'est quand même assez grand public. Moi, il y a un autre roman de Marc que j'aime beaucoup qui s'appelle Hollywood, mais qui est plus dur. Donc j'y avais pensé. Faut que je vois aussi avec mon équipe, etc. Mais c'est sûr que j'aimerais énormément que les œuvres de Marc soient connues en France. C'est pour ça que je suis très très contente, même si c'est 15 ans après,
que ce roman puisse paraître et être découvert par les lecteurs français. En tout cas, donc on va voir pour la suite, mais ce sera avec grand plaisir de mon côté en tout cas. Bon, bah, c'est déjà un premier pas. Ouais. Et Aurélie, Oui. je voulais pas te mettre sur un siège chauffant non plus, là. Ah non, non, mais moi franchement, je dis pas ça pour faire plaisir, vraiment, enfin, ton écriture, moi, elle m'a vraiment touchée. Je sais que j'ai travaillé 4 ans aux éditions Le Méac, c'est le roman qui m'a le plus marqué et c'est vraiment celui que j'ai toujours voulu publier. J'en ai parlé à Pierre Filion, qui est éditeur chez Le Méac depuis très longtemps et je sais que j'étais là, bah, le roman de Marc, ce serait vraiment génial qu'on puisse le publier parce qu'en plus, même s'il a 15 ans, je pense qu'il résonne toujours vraiment aujourd'hui. Et puis, il a aussi ce côté qui peut plaire à un lectorat français de l'Amérique des grands espaces. Je sais qu'aux éditions 10-18, en plus, c'est un peu aussi une trame qu'on suit beaucoup. Et c'est ce côté, alors l'Amérique qui fait rêver ou pas, mais qui en tout cas peut intéresser les lecteurs français. Donc voilà, donc je pense vraiment que voilà, j'espère vraiment que le public français va te découvrir. Je pense que tous les gens qui liront ton livre ne peuvent pas rester indifférents dans tous les cas. Donc voilà, on va voir, il vient de paraître là il y a 2 semaines hein, chez nous, donc il est encore un petit peu tôt pour le dire, mais je sais que j'ai rencontré des représentants là, qui nous ont dit que les retours de libraires étaient bons, donc ça c'est déjà très chouette. Et donc pour la suite, on verra. En tout cas, chez Le Méac, ils savent très bien que je suis ton travail depuis longtemps. Et, et Merci, Aurélie. Et d'ailleurs, Marc, alors l'ensemble de votre œuvre, les autres livres, est-ce que vous êtes dans la même veine? Est-ce que vous êtes parti totalement ailleurs? Parce qu'on n'a pas encore pu découvrir ces livres-là. Et racontez-nous peut-être aussi, est-ce que vous avez des thématiques communes? Est-ce que vous grattez un petit peu plus ailleurs? Ou que ce soit vous avez dit tout à l'heure que c'était au Canada aussi parfois. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans votre littérature entre 2010 et aujourd'hui? Mais en général, c'est très, très ancré sur le territoire et dans le territoire. C'est-à-dire des gens qui vivent ici ou, ou qui ont choisi, qui ont assumé la terre sur laquelle ils sont nés, puis qu'ils ont décidé de l'adopter et d'en parler. Donc, il y a ça, il y a souvent l'amour aussi en filigrane un peu partout, qui est une obsession à juste titre, très contemporaine. Euh, Tout ça, mais aussi parfois, tu sais, l'absurdité de ce qu'on est, du monde dans lequel on vit. Tu sais, Aurélie a mentionné Hollywood, qui est un livre, à mon avis, aussi terrible, difficile. La dernière lecture que j'avais fait avant la révision, je me suis juré que jamais plus je lirais ce livre-là. Donc, je ne serais pas le bon vendeur. Euh, Parce que c'est vraiment dur. Ça se passe à Brooklyn, tu sais, entre autres, ça se passe aussi une partie sur le continent européen. Euh, donc, il y a beaucoup de choses. Un autre qui est aussi une histoire d'amour, puis d'échange de territoire entre une femme inuite et un médecin blanc qui s'échangent le nord, puis elle prend son New York. Alors, tu sais, oui, ça orbite. Je ne pense pas que vous serez dénaturé, même si vous allez dans un récit au jeu comme celui qui vient de paraître l'automne dernier. Ceci étant dit, Anthony, je sais que sans enlever d'affaires à personne, mais que les livres sont aussi disponibles par la FNAC, il y a la librairie du Québec aussi, il y a un distributeur en France qui peut distribuer les livres. C'est un peu plus long que d'aller au coin de la rue, mais ça se fait aussi. D'accord, d'accord, très bien. Alors, bah, c'est le moment du deuxième extrait, Marc. C'est à vous. Est-ce qu'on se quitte après ça ou non? Non, il y a encore les deux petites questions Parfait, récurrentes. parfait, je ne fais pas les. J'ai chargé le fusil de 2 cartouches, alors qu'une seule suffit, évidemment. Et j'ai voulu appuyer sur la détente, mais j'ai perdu conscience. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu le plafond. J'ai entendu des bruits dehors. À la télé, un vidéoclip d'Oasis, passant et autour dehors, comme d'habitude. Je n'ai pas défait mon sac de linge. Il est resté dans l'entrée. J'ai rangé le fusil. Je mourrai une autre fois. Demain, peut-être, je suis monté après le téléjournal et où on n'annoncera pas ma mort. J'ai voulu dormir, comme d'habitude.
J'irai finir le U de mon fuck you un autre matin. Et elle, je l'ai embrassée dans le cou, à tire d'aile. Une femme dans un lit se retourne vers un homme, l'embrasse longuement et lui chuchote une phrase à l'oreille. On était presque à la fin. C'est ça. Et vous essaierez de deviner ce qu'elle lui chuchote à l'oreille. Deux dernières questions, sauf si certains d'entre vous en ont. N'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, deux questions récurrentes que je pose à chaque invité qui passe dans cette émission. La première, c'est celle de l'auteur méconnu, un auteur un petit peu plus confidentiel que vous aimeriez mettre en avant. Peut-être québécois. Vous allez nous dire ça. Qui avez-vous choisi ce soir, Marc? En fait, une auteure que je viens de découvrir. Puis, vous savez, il y a pas de coïncidence qui arrive pour rien ou s'il y en a pour rien. Ça s'appelle Petite armoire de coutellerie de Sabika Senes. Sabika, S-A-B-I-C-A, Senes, S-E-N-E-Z. Un truc qui est d'abord paru en 2010 aussi, qui vient de rééditer chez Nomad. Euh, donc, il devrait aussi, tu sais, voyager, pouvoir voyager chez vous. C'est fabuleux. C'est une histoire d'amour, une rupture amoureuse, mais aussi infinie que terrible et aussi belle que terminée. C'est fabuleux. Donc, c'est ce que je connaissais pas, que j'ai découvert, et c'est c'est pas rare, mais quand même assez. Mais je lisais et j'étais jaloux. J'aurais voulu être capable d'écrire un truc comme elle, droit au cœur. Et c'est paru aussi en 2010. C'est C'était paru en paru chez Le 2010. Méac aussi, je crois, c'était aux C'était paru chez États-Unis. le MEAC en 2010. C'est ça, passé sous le radar. Je sais pas ce qui est arrivé. Et ça vient de ressortir il y a quelques mois à peine. Mhm, ok. Aurélie note. Non, mais je m'en souviens parce que je m'en étais occupée aussi à l'époque, donc comme quoi. Très bien. La deuxième question, c'est celle de faire un petit jeu, entre guillemets, de se transposer, de se téléporter dans un corps de personnage de fiction. Peu importe la fiction d'ailleurs, ça peut être au-delà des livres, hein, ça peut être un personnage de fiction même télévisuel, cinématographique, et de potentiellement changer son destin. Pour le coup, ça tombe bien avec vous, puisque le destin, c'est aussi clairement une thématique du livre. Dans quelle peau de personnage vous allez vous transposer, Marc, pendant 24 heures? Et si, potentiellement, pouvez-vous changer son destin, qu'allez-vous faire? Euh, oui, je peux être un animal, hein, qui est un personnage. Sûr, En bien sûr. fait, je voue, Anthony, je voue un culte à toute l'œuvre de Georges Lafontaine. J'aimerais être un petit rat dans Conseil tenu par les rats, qui est une de ses fables. Parce que ouais, vous savez, ça remonte à la Grèce antique, ça remonte à Ésope et tout, mais La Fontaine avait réussi à circonscrire puis à définir qui on était il y a 4 siècles déjà, tu sais, sur l'histoire de ces rats-là qui finissent par vouloir se débarrasser d'un chat qui leur fait la vie dure. Le chat s'appelle Rodila. Et ils n'arrivent pas parce qu'ils sont pris dans des charges administratives et des discussions interminables. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour se débarrasser de ce chat-là qui est redoutable? Ils finissent par se mettre d'accord après, vous comprenez, c'est des colloques, des séminaires, des plénières, des conférences, puis un groupe chat sur Facebook pour se dire que ben, ils vont mettre une clochette à son cou. Et la fable se termine avec c'est une phrase brillante qui dit que ben voilà, ils ont trouvé la solution, mais fut-il le temps d'agir? Tu sais, personne ne se présente. Alors, si j'étais un petit rat, j'irais changer un peu le cours de l'histoire en, en trouvant des solutions plus tôt. Eh ben, je pense que vous serez le seul auteur à vouloir être un rat. Et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. En principe, on cite la plupart du temps des personnages très connus, de Balzac, Oui, Hugo. Là, c'est un rat et je trouve ça génial. Voilà, mais vous savez, tu sais, j'ajoute parce que c'est des êtres fabuleux, que quand on sera arrivé à l'extinction, eux vont survivre. c'est possible. C'est Ouais. c'est possible. Eh bien, il est temps de vous remercier tous les deux, Aurélie, Marc, La foi du braconnier aux éditions 10-18.
On vous souhaite le meilleur, Marc. On a un attachement particulier pour les auteurs québécois, canadiens. On vous trouve toujours différents et avec une telle humilité et une telle acuité sur le monde autour de nous. Et je suis ravi de vous avoir reçu une première fois et on espère vous recevoir à la prochaine pour un autre texte, peut-être Hollywood. On verra avec les éditions 10-18. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. Merci d'avoir conduit ça, Anthony. C'est apprécié. Merci Avec, du relais. avec plaisir. Au revoir tout le monde, bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée à vous.